Retrouve Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République présente devant les participants au sommet de l'Union africaine deux rapports, l'un se rapportant au Centre africain de contrôle des maladies et l'autre sur la participation de l'Afrique au sommet du G20. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement inspecte les premiers ateliers du grand concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la Promotion de la décentralisation et du développement local supervise dans la wilaya de l'Adrar le lancement des interventions caritatives de la Société nationale de l'industrie et des mines SNIM. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a présenté ce matin un rapport détaillé sur les réalisations du Centre africain de lutte contre les maladies pour l'année 2024. Le président de la République a souligné que l'année écoulée a connu des crises sanitaires majeures, plus particulièrement les épidémies de variole du singe et du choléra qui ont été exacerbées par le changement climatique et les conflits, soulignant que le Centre africain de contrôle des maladies a joué un rôle majeur pour faire face à ces crises malgré sa dépendance des financements extérieurs. Lorsque l'épidémie de variole a éclaté, l'organisation n'a pas tardé à la déclarer urgence de santé publique pour la sécurité continentale et en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle a coordonné la réponse envoyée des experts sur le terrain, notant que grâce à ces efforts, elle a obtenu des engagements financiers de l'ordre de 1,1 milliard de dollars et de 1,7 million de doses de vaccins, permettant ainsi des interventions dans 29 pays africains touchés ou à risque. Dans la lutte contre les autres épidémies, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a expliqué que le centre a également joué un rôle clé, notamment au Rwanda, où l'appui dans le domaine des traitements et des vaccins a permis de contenir l'épidémie, limitant les cas à 56 et les décès à 12. En Tanzanie, son intervention a permis de renforcer la vigilance et de détecter 53 cas suspects. Par ailleurs, le centre a également soutenu 15 pays dans la lutte contre le choléra en fournissant des vaccins, en renforçant les systèmes de surveillance sanitaire. Le président de la République a ajouté que le centre a étendu ses réseaux de laboratoires capables d'effectuer des diagnostics de séquençage génétique de 7 pays en 2019 à 43 pays en 2024. En outre, le centre a mis en place 23 centres d'opération d'urgence de santé publique avec un financement de 8 millions de dollars et a formé 303 épidémiologistes, 195 moniteurs de santé et 3576 agents de santé communautaire, renforçant de manière significative les capacités des ressources humaines pour faire face aux crises sanitaires. La participation de notre continent au sommet de G20 en 2024 a été l'objet d'une présentation au 38e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Ainsi, le président de la République a déclaré que ce sommet a acquis une importance historique car il représente la première participation de l'Union africaine en tant que membre à part entière, ce qui démontre le rôle croissant du continent
dans la gouvernance économique mondiale et constitue un grand pas en avant. Ajoutons qu'il a conduit la délégation de l'Union africaine au sommet des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro les 18 et 19 novembre 2024. Tout au long de l'année, l'UA a également participé aux réunions ministérielles, aux groupes de travail et aux réunions du G20 dans le but de veiller à ce que les intérêts africains soient intégrés dans l'agenda mondial. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a souligné que cette première participation a coïncidé avec la présidence brésilienne du G20 qui a discuté de 3 priorités qui sont l'inclusion sociale et la lutte contre la faim, la pauvreté, ainsi que la transition énergétique et le développement durable, ainsi que la réforme des institutions de gouvernance mondiale. Notons qu'il s'est concentré sur 6 domaines stratégiques, à savoir la mise en œuvre de l'agenda 2063, la réforme de l'architecture financière internationale, la structure et la sécurité alimentaire, l'agriculture, la transition énergétique, le commerce et l'investissement, la santé et la production des vaccins, soulignant que le point culminant du sommet a été le lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté dont l'Union africaine est membre fondateur. En matière de développement économique, le G20 a réaffirmé son soutien à la zone de libre-échange continentale africaine et à l'initiative du G20 sur l'industrialisation en Afrique visant à renforcer la production locale et la compétitivité des industries africaines. Dans le même esprit, la lutte contre les flux financiers illicites qui privent l'Afrique de près de 20 milliards de dollars par an a été réaffirmée comme une priorité. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Sidi Yahya Ould-Cheikh Naoul Amrabat, et son homologue de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, le Hussein Ould Medzou, ont visité aujourd'hui les salles des premières épreuves éliminatoires du grand concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran qui se tiendra à la grande mosquée de Nouakchott. Cette année, 1950 candidats venus de tout le territoire national participent aux éliminatoires avec la mise en place de comités féminins. Et c'est un récit d'Abdullah Damaba. 1950 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national prennent part cette année à la 12e édition du concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Cette compétition est organisée par Radio Mauritanie à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et celui de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, se sont rendus à la mosquée saoudienne pour s'informer des conditions de déroulement de ce concours. Ils ont reçu des explications détaillées sur l'édition de cette année. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cheikh Naoul Amrabat, a remercié le ministre de la Culture pour son aimable invitation à visiter les salles du grand concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Il a souligné l'importance de cette compétition dans la stimulation et l'émulation positive entre jeunes pour acquérir les connaissances et maîtriser le Saint-Coran ainsi que ses sciences. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Ould Medzou, a félicité les superviseurs et les participants à la finale du concours organisé par Radio Mauritanie. Il a par ailleurs salué l'engouement des participants cette année, particulièrement avec un nombre en hausse de participants venus de l'intérieur du pays. En plus, il a mis en exergue la participation féminine pour la première fois dans le cadre de cette compétition. Pour sa part, le directeur de Radio Mauritanie, Abdelkader Ould Allada, a indiqué que l'édition de cette année a été marquée par une augmentation significative de la participation. Cette année, dit-il, on a enregistré 1950, alors que l'année dernière, le nombre de participants était de 1300, soit une hausse de plus de 600 participants. Il a par ailleurs remercié le conseil scientifique de la radio du Saint-Coran et la chaîne Mahadra pour les efforts déployés afin d'assurer le succès de ce concours coranique. Il a par ailleurs précisé la place prépondérante de l'islam ainsi que de la religion pour le président de la République.
Mohamed Abdallah Ouliaba, directeur de la chaîne Al-Mahadra, a souligné l'esprit d'entraide que la chaîne et la station de Radio Mauritanie cherchent à promouvoir pendant le mois béni en rendant leur programme plus proche du public et en servant les valeurs religieuses et sociétales. Une commission féminine a été mise en place cette année pour superviser le concours chez la géante féminine. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local, accompagné des autorités administratives régionales de la wilaya de l'Adrar, a supervisé le lancement du volet de développement des communes en Adrar mis en œuvre par l'association de la SNIM. Ces interventions visent à améliorer les services de base pour les résidents des communes de la wilaya. El Haj Abdallah Hidjin nous en dit plus. Cette cérémonie de lancement des interventions effectuées par la Fondation caritative de la SNIM s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une composante de développement dédiée aux communes de la wilaya de l'Adrar. La cérémonie de lancement a été supervisée par le ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Salim Fall, en compagnie du Wali de l'Adrar. Selon le directeur général de la Fondation caritative de la SNIM, M. Mohamed El Mokhtar Hasni Abdawa, ces interventions visent à renforcer le développement local dans cette partie du pays qui a souffert d'un manque de pluie et qui a subi la sécheresse, une situation qui a touché les différents aspects de la vie quotidienne des citoyens. Le président du conseil régional de l'Adrar, M. Ahmed Sherif Abdallah, a précisé que ces interventions répondent aux besoins des habitants et donnent un élan au développement local au niveau de sa région. Quant aux maires des communes de la wilaya, ont apprécié la diversification de ces dons octroyés par la SNIM et qui vont relancer le développement local de la wilaya. Sur place, le ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a constaté des visites ces interventions composées des véhicules tricycles, des dizaines d'unités d'éclairage public, des fournitures scolaires, des moustiquaires, des machines à coudre, des réfrigérateurs ainsi que l'équipement de 10 boucheries. La tournée du ministre l'a conduit à l'ancien dépôt d'ordures ménagères situé au quartier Adebey avant de se rendre au nouveau dépôt d'ordures ménagères implanté à 6 km de la ville. Ce nouveau dépôt est doté d'une capacité de 20 000 m3 d'ordures. La route de Tanzag a été la dernière étape de sa visite, là où il a constaté le déroulement des travaux de réhabilitation de cet axe routier reliant Attar et Zouarat. À la fin de sa visite, le ministère a déclaré que d'autres instructions ont été données à la fondation de la SNIM pour effectuer des interventions dans la wilaya d'Adrar afin d'alléger les effets de la sécheresse et le manque d'afflux des touristes. Le ministère a également énuméré les efforts consentis en termes de transport et d'assainissement en faveur de la wilaya, tout en louant les multiples interventions de la fondation caritative de la SNIM. Restons toujours avec les activités du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Salem Fall, qui avait tenu hier une réunion avec les autorités administratives et les élus de la wilaya de l'Inchiri. À l'entame de la réunion, le ministre a souligné le grand intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au développement de la décentralisation, rappelant les importantes mesures souveraines prises dans ce sens, notamment la stratégie nationale de décentralisation et la mise en place du Haut Conseil de la décentralisation ainsi que la création d'un ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local. Le ministre a aussi abordé l'importance de l'Inchiri dans les plans de décentralisation et de développement local en évoquant les privilèges qui tiennent compte des spécificités de la wilaya, notamment sa nature minérale, et a appelé à intensifier les efforts entre l'administration régionale et les élus afin de réaliser les objectifs de développement dans les différents domaines dans l'intérêt des citoyens. Lui succédant, le wali de l'Inchiri, M. Idrissa Demba Korera, a souligné l'importance de l'harmonisation et de l'intégration entre l'administration et les élus pour faire face aux défis auxquels la wilaya de l'Inchiri est confrontée. La suite de ce journal nous mène vers cette visite effectuée aujourd'hui par une délégation
d'hommes d'affaires qui a visité l'état d'avancement des travaux confiés à des institutions du secteur privé. Cette visite intervient alors que l'Union nationale du patronat mauritanien accompagne les conditions de mise en œuvre des travaux réalisés dans le cadre du programme d'urgence pour la modernisation de la capitale. Et c'est un compte rendu d'Abdoulaye Damaba. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeinel Abidine Ould Cheikh Ahmed, a visité un certain nombre de projets réalisés par des entreprises du secteur privé dans le cadre du programme de modernisation de la capitale. Cette visite s'est déroulée en présence des membres de l'Union nationale du patronat mauritanien. Ce déplacement a englobé des projets dans les quartiers de Riyad et de Tafrak Zeina où le président de l'UNPM a été informé de l'état d'avancement des travaux sur les tronçons routiers réalisés par l'entreprise ATTM. Il a aussi visité la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires au niveau du secteur 7 de Tarhir relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Au cours de ces différents déplacements, il a appelé les responsables de ces différents chantiers à exécuter ces projets dans le respect des délais impartis, tout en respectant les cahiers de charges. Le président de l'Union nationale du patronat a terminé sa visite au siège de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature à Tafrak Zeina, où le bâtiment de cette structure qui est achevé est en train d'être doté des équipements nécessaires en vue de sa remise définitive pour un coût global de l'ordre de 2,5 milliards d'anciens ouguiya. Sur les lieux, il a visité cet édifice qui devrait prochainement accueillir les pensionnaires de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature. À la fin de cette visite, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a confirmé que ce déplacement visait à examiner l'état d'avancement des travaux, des projets de modernisation de Nouakchott et à faire le suivi nécessaire afin de s'enquérir des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Il a ajouté avoir constaté que certains ont commencé à travailler avant la signature des contrats afin d'accélérer l'achèvement, soulignant l'importance de promouvoir l'emploi national et de bénéficier du transfert de l'expertise étrangère à la main-d'œuvre mauritanienne. Dans ce cadre, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a précisé que l'UNPM a eu à signer avec le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers un mémorandum visant à former 6 000 personnes au cours de cette année, dont 300 sont déjà opérationnels dans les spécialisations qui correspondent aux besoins du marché de l'emploi. Il a aussi précisé avoir reçu des doléances concernant certains problèmes qui vont être réglés. Et pour mettre la lumière sur les objectifs de cette visite que la délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien a effectuée hier au niveau de certains chantiers de la ville de Nouakchott, nous recevons pour vous ce soir sur ce plateau le président de la Fédération des services, membre du bureau exécutif du patronat, M. Mohamed Ould Waled. Monsieur Ould Waled, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être passé. Tout d'abord, quel est le but de cette visite? Je vous remercie. Je remercie aussi la télévision de nous donner l'occasion de nous exprimer sur notre visite. Notre visite a été programmée suite justement à ce programme prioritaire qui sera exécuté par des entreprises mauritaniennes à Nouakchott pour visiter sur le terrain les entreprises, les bureaux d'études pour le suivi et l'exécution et voir de façon directe, partager avec les différents acteurs sur les chantiers les problèmes rencontrés et la conformité aussi de l'avancement des travaux avec les prescriptions détaillées des maîtres d'ouvrage. D'accord. En tant que président de la Fédération des services, quelles sont vos impressions sur les projets réalisés au niveau de la ville de Nouakchott, surtout qu'on parle de modernisation de la capitale pour 24 mois? Je sais que c'est des projets structurants et qui favorisent la mobilité au sein de la ville de Nouakchott et qui facilitent aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises la mobilité et qui se dotent d'infrastructures publiques, sanitaires, d'enseignement qui sont très importants pour le développement de la ville de Nouakchott et la participation des entreprises
qui exécute ce projet sera exécuté dans les règles de l'art et dans les conditions les plus favorables pour l'entreprise, pour les citoyens et aussi pour les maîtres d'ouvrage. D'accord. Aujourd'hui, d'aucuns s'interrogent sur le respect des délais impartis dans les cahiers des charges. Pensez-vous que ces délais seront respectés? Je crois qu'il y a un travail en amont à faire et qu'il faut que je m'adresse un peu pour vous faire comprendre le processus global du début des travaux jusqu'à la fin. Quand il y a une expression de besoin, il y a ce qu'on appelle un avant-projet détaillé, une étude qui fait ressortir un avant-projet détaillé. Et ce projet détaillé définit un peu le besoin global du projet. Et après, en découle un autre document qui est celui d'un avant-projet de soumission. Et après celui-ci, on a un projet d'exécution. Et dans ces trois composantes du projet, l'entreprise et le processus, bien sûr, de contractualisation qui est extrêmement important aussi, l'entreprise, le maître d'ouvrage et les bureaux d'études font ensemble le projet d'exécution selon les termes de référence et d'adjudication du marché. Et justement, pendant l'exécution, il y a un suivi. Il y a certes des retards, et s'il y a des retards, il y a des éléments palliatifs à ce retard qui consistent à comment rattraper le retard. Est-ce qu'il faut augmenter les ressources humaines, les ressources financières et éventuellement les ressources aussi humaines pour accélérer le projet? Il y a toujours des petits retards par-ci et par-là s'ils ne sont pas structurellement dépendants des avant-projets détaillés, mais je crois que ce que nous avons visité hier présente une évolution assez correcte par rapport au délai et par rapport à la qualité d'exécution. Voilà qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la capitale. Alors votre dernier mot avant de nous quitter, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des services et membre du bureau exécutif du patronat mauritanien. Je vous remercie. Je voudrais juste attirer votre attention et l'attention des téléspectateurs que ce projet de Nouakchott sera exécuté entièrement par des sociétés nationales qui feront preuve de compétences. Et je salue aussi le bureau exécutif et le président du patronat dans sa dynamique d'inclure toutes les compétences nationales par la formation et surtout leur insertion en tant qu'employés dans l'entreprise. Nous avons un programme assez ambitieux d'insertion de jeunes dans les différentes filières de travaux publics et de contrôle de qualité de projets. Je voudrais, par contre, avant de terminer, vous dire que nous sommes aussi sur un projet de mettre à niveau nos entreprises, de les standardiser, de les certifier pour qu'elles soient à la hauteur des ambitions des projets et pour pouvoir réaliser correctement ce travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ould Waled, d'être passé et sur cette note positive d'ouverture, mais également de forte compétitivité des entreprises mauritaniennes que nous allons poursuivre notre journal avec la distribution de 600 paniers alimentaires dans le quartier de Dar el-Beïda de la Muqata'a d'El Mina au profit des familles nécessite. Chaque panier alimentaire comprend 25 kg de sucre, 25 kg de farine, 10 kg de riz et une bouteille de 5 litres d'huile de cuisine. Et c'est le Wali de Nouakchott Sud, M. Cham Zakaria, qui a supervisé l'opération de distribution. Plus de précisions avec El Haj Abdallah Hidjin. Une aide sociale composée de 600 paniers alimentaires a été distribuée à des familles nécessiteuses dans les quartiers de Dar el-Beïda de la Muqata'a d'El Mina. Cette aide a été financée par des bienfaiteurs de l'État de Koweït sous la supervision de l'association internationale Rahma. Elle a été distribuée par l'association mauritanienne El Yadul Ulia. Dans son discours prononcé à cette occasion, le Wali de Nouakchott Sud, M. Cham Zakaria, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités caritatives initiées par l'association El Yadul Ulia
en Mauritanie. Rappelons les précieuses interventions effectuées par l'association dans les domaines de la construction de mosquées, du parrainage des orphelins, de la distribution des denrées alimentaires, de l'éducation et de la santé dans la wilaya de Nouakchott Sud. Pour sa part, le secrétaire général de l'association de l'Oulia, Mauritanie, M. Mohamed Abdelrahman Sabbar, a exprimé ses remerciements aux autorités administratives et sécuritaires d'avoir facilité cette opération, notant que l'aide vise à donner le sourire aux familles nécessiteuses. M. Mohamed Oul-Mouloud, l'un des bénéficiaires de la distribution, a remercié l'État du Koweït pour son soutien généreux, soulignant l'importance de cette aide qui vient à temps opportun, particulièrement à l'approche du mois béni du Ramadan. Pour rappel, l'association koweïtienne Rahma a pris l'habitude de venir en aide aux familles les plus démunies dans les différents coins du pays. Le wali du Gorgol a tenu une réunion avec les habitants du regroupement d'El Atf au cours de laquelle il a entendu les problèmes auxquels sont confrontés les habitants. Lors de cette réunion, les dangers des incendies et l'abattage d'arbres ont été évoqués, notamment leurs conséquences sur l'environnement. Abdoulaye Damaba. Le wali du Gorgol a tenu une réunion en présence des habitants de Selulaya. Dans ce cadre, il s'est réuni avec les résidents de la commune de Toufoundé-Sibé pour sensibiliser les populations sur les dangers liés aux feux de brousse et la nécessité de lutter contre la propagation des feux de brousse et la déforestation. Il a indiqué que cette zone a un potentiel important et constitue une wilaya à vocation agro-silvopastorale. Il a dans cette optique demandé aux habitants de ne pas s'en prendre à l'environnement avec la déforestation et les feux de brousse. Le wali a en outre souligné que si une atteinte est commise à l'encontre de l'environnement, que ce soit la déforestation ou les feux de brousse dans une localité spécifié, tous les résidents de ce village sont responsables de cet acte en attendant l'identification du contrevenant. Il a par ailleurs précisé qu'un plan pour lutter contre ces fléaux va être élaboré avec la participation des populations et des maires des communes. Le maire de Toufoundé-Sibé a pour sa part mis en avant l'effet néfaste des feux de brousse et de la déforestation à l'égard de l'environnement. Il a en outre déclaré que ces fléaux ont un impact néfaste sur le rendement économique de celui-là. Le wali s'est par ailleurs réuni avec les autorités administratives et sécuritaires de celui-là, ce qui rentre dans le cadre des mesures nécessaires à prendre pour protéger le pâturage et l'environnement côtier de celui-là. L'Association pour la promotion de la langue Wolof en Mauritanie a organisé dans la ville de Rosso sa 6e conférence sous le slogan « Conférence d'éveil de la jeunesse ». Lors de cette conférence, le président de l'association pour la promotion de la langue Wolof, M. Hassan Gueye, a salué le soutien que les autorités mauritaniennes apportent à la promotion des langues nationales qui se sont concrétisées par leur intégration dans les programmes scolaires. Il a appelé à l'ouverture aux langues nationales et étrangères afin de bénéficier des évolutions rapides du monde et de faire progresser le secteur éducatif comme garant fondamental du progrès et du développement. Le vice-président de la région du Trarza et l'adjoint au maire de la commune de Rosso ont également apprécié l'organisation de cette conférence. Le secrétaire général de l'association a fait une présentation détaillée des activités de l'association au cours de la période allant de 2018 à 2024. L'ordre du jour comprenait également la lecture des textes approuvés et l'élection du nouveau bureau exécutif de l'association Promouvoir la langue Wolof établie il y a 45 ans. Et la suite de ce journal avec l'association mauritanienne pour la renaissance du patrimoine de Thierno Souleymane Baal qui a tenu hier soir une manifestation sur l'œuvre de Thierno Souleymane Baal en collaboration avec El Sabah Film, l'association multiculturelle pour un avenir meilleur et le complexe Imam Nasreddin pour la culture et le développement. La première projection du film documentaire Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta Toro de 1776 au Palais des Congrès de Nouakchott a refusé du monde le président de l'association mauritanienne pour la renaissance du patrimoine de Thierno Souleymane Baal. Mamadou Jafar Baal a déclaré à cette occasion que le film met en exergue la personnalité de Thierno Souleymane Baal qui est une figure
emblématique et historique de la région du Fouta Toro. Il a expliqué que son héritage continue d'inspirer des milliers de générations, notant que son rôle prépondérant dans l'établissement de l'État moderne de l'époque sur les bases de la bonne gouvernance a inspiré plus d'un. Pour sa part, le porte-parole de la Fondation Nasreddine, Mohamed Ben Sidi, a évoqué l'évolution historique de la région du bassin du fleuve Sénégal, soulignant les liens sociaux et religieux étroits entre la Mauritanie et le Sénégal durant cette période. Et nous clôturons ce journal par cette activité tenue par le mouvement de la troisième génération, qui a tenu une conférence pour discuter des obstacles politiques et de développement les plus importants dans notre pays. La conférence a réuni des représentants de certains partis politiques, d'organisations de la société civile et des militants d'autres mouvements. Une rencontre qui a été l'occasion d'organiser plusieurs séances de travail, dont l'une a porté sur la lutte contre la corruption et le rôle des structures de contrôle dans l'État, tout en rappelant le rôle que doivent jouer les jeunes dans ce domaine, car ils sont un élément actif dans le cercle décisionnel de tout pays. La seconde séance a discuté du rôle de la diplomatie mauritanienne aujourd'hui et à l'avenir dans l'introduction de notre pays dans les concerts des nations. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République présente devant les participants du sommet de l'Union africaine 2 rapports, l'un se rapportant au Centre africain de contrôle des maladies et le second à la participation de l'Afrique au sommet du G20. Dans ce journal, vous avez suivi la visite du ministre de la Culture, de la Communication et des Relations avec le Parlement aux ateliers du grand concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran organisé par la station Radio Mauritanie. Vous avez également suivi le périple du ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local à l'intérieur du pays, notamment en Inchiri et en Adrar, où il a supervisé le lancement des interventions de la Société nationale industrielle et minière. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt.